Il s'est dit, je vais disrupter le marché, tout ce que les mecs ils font dans leur formation à 1000 balles, moi je vais le mettre gratuit. Là je le dis comme ça parce que dans tous les cas je vais pas le faire et c'est un mec qui regarde cette vidéo, une meuf qui regarde cette vidéo et qui a envie de se chauffer pour le faire. Personnellement je regarderai son contenu et même je serais chaud de le repartager. J'ai dû le retourner je crois 17 fois parce que j'arrivais plus à parler tellement j'avais de palpitations et la bouche sèche. Je voyais tous ces personnes-là, c'était un peu comme des gourous, genre tu sais, je me disais, ah putain, ils sont trop forts, ils sont sur une autre planète et tout. Et quand on a commencé à bosser avec eux, mon associé m'a dit, eh, mais en fait, Steven, c'est tous des merguez. Ils sont tous éclatés. Le podcast est fait par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Silouane, comment ça va? Écoute, ça va très bien, toi. Bah écoute, content de te recevoir. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Je te suis de loin depuis longtemps. Je vois des choses que tu as fait, et qui sont très bien d'ailleurs. Et en même temps, je sais pas exactement ce que tu fais. Je sais dans quoi tu es expert, j'ai vu des choses que tu as produites, mais je sais pas exactement ce que tu fais au global. Et du coup, ce serait parfait de commencer par ça. Est-ce que tu peux un peu te présenter, parler toi de ton parcours et nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Tu sais, je me rends compte que j'ai l'impression que c'est flou pour beaucoup de personnes, parce que sur ces derniers jours, j'ai jamais entendu autant de fois ça. Et globalement, en gros, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les entrepreneurs à développer leur personal branding, mais surtout à scaler leur business à travers leur personal branding. Okay. Donc, principalement, ce que je vais faire, c'est que je vais bosser avec des entrepreneurs qui ont déjà fait des choses, entre guillemets, j'ai envie de dire, dans le monde réel, ou qui ont déjà développé des grosses boîtes, etc. et tout. Et je vais les aider à développer une image de marque sur les réseaux qui va être authentique pour eux, mais avec les codes, on va dire, vraiment de la viralité, et qui vont pouvoir utiliser comme effet de levier pour leur business, pour leurs entreprises. Et du coup, quand on va faire ça, on va le faire en fait sur différents segments. Aujourd'hui, par exemple, on va pas juste proposer du CM, ou pas juste proposer, je sais pas, de la RP, ou pas juste proposer du scaling d'entreprise, etc. On va plus se positionner comme des partenaires vraiment dans le développement du personal branding de la personne et intervenir du coup sur différents segments, la partie stratégique, la partie création de contenu / gestion de projets, réseaux sociaux, la partie RP et la partie purement scaling de leur business à travers leur brand et le lien entre les deux. Et donc vraiment l'objectif aujourd'hui et ce qu'on fait, c'est vraiment travailler avec peu de personnes, mais travailler avec des profils assez, on va dire, costauds qui font déjà des beaux chiffres. Okay. Donc en fait, vous positionnez presque comme une agence d'artistes, sauf version entrepreneur, où vous mettez en place tout leur écosystème pour les accompagner, pour qu'eux ils puissent juste faire leur art, faire leur business, développer leurs produits ou leur activité, et que tout le reste soit pris en charge, c'est ça? C'est exactement ça en fait. Avant, j'étais très dispersé, je pense que c'est la raison aussi pour laquelle il y a beaucoup de personnes qui savent pas exactement ce que je fais, parce que j'ai fait beaucoup d'activités différentes. C'est ce qui m'a permis, tu vois, de développer énormément mon réseau, d'apprendre plein de choses différentes, de rencontrer plein de personnes d'horizons différentes. Et en fait, tu sais, j'étais à un moment donné où je me disais, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que par exemple, genre, je sais pas, je fais une agence de CM et je fais la meilleure en France, après aux States, genre je deviens le numéro 1 sur ça, ok, non. Est-ce que je fais? Est-ce que je fais par exemple, j'ai des bons contacts maintenant dans tout ce qui est presse, etc. Est-ce que je fais un truc dans ça? Ok, je sais faire tout ce qui est funnel, Webi, etc. Ok, est-ce que je fais que ça? Et en fait, après, je me suis rendu compte que moi, aujourd'hui, ma puissance et les gens, pourquoi ils aiment bosser avec moi, c'est qu'en fait, justement, parce que je vais avoir les différentes casquettes, les différentes équipes, et je vais surtout être pas le meilleur dans un de ces trucs-là, mais je vais pouvoir, en fait, chapeauter tout. Ils vont bosser avec une personne, et après, moi, je sais placer les meilleures personnes pour, tu vois. Et donc aujourd'hui, en fait, c'est exactement ça mon focus, c'est ce que tu as dit. Et à côté de ça, la partie SaaS aussi que je développe, mais voilà, c'est vraiment ça le focus. Et la partie SaaS, c'est du développement de visibilité sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux aussi? Alors, principalement les SaaS, donc on a commencé avec un premier SaaS qui est vraiment donc, axé sur le growth, qui s'appelle GoesUp, vraiment sur la partie croissance d'abonnés, donc sur Instagram. Mais en ce moment, on travaille sur d'autres choses, mais qui vont être toujours liées à l'économie de la création de contenu, du personal branding, pour faciliter, on va dire, les personnes dans ça et les aider à avoir des résultats plus agressifs rapidement. Ok, intéressant. Ton rapport au personal branding, au développement de marque, c'est quoi? Comment ça a commencé pour toi cet intérêt? Par où tu as approché tout ce sujet-là et comment est-ce que tu as commencé? Alors, moi, j'ai commencé quand j'avais à peu près 16 ans à me lancer un petit peu sur les réseaux. Au début, je faisais pas du tout de personal branding. Je développais en fait juste des pages sur Instagram. J'ai développé des pages, genre, je sais pas, dans le rap, dans l'entrepreneuriat, dans le voyage. Et j'ai développé un réseau de pages à plusieurs centaines de milliers d'abonnés très rapidement en quelques mois quand j'avais après 16 ans. Et en fait, ça m'a permis de me connecter. Aujourd'hui, genre, je sais pas, tous les mecs qui ont des pages genre au stage, genre Wealth, Millionnaire Mentor, enfin, tous les mecs qui ont les plus grosses pages World Star Hip Hop, tous les plus gros au monde, la plupart, en fait, je vais être connecté aujourd'hui avec eux parce que j'ai commencé à ce moment-là dans les groupes un peu d'engagement aux US et tout, en France et tout. Et en fait, après, je me suis dit, ok, si jamais je peux le faire pour des pages, pourquoi alors je pourrais pas dupliquer les stratégies, c'est de les adapter pour des personnes. Et donc du coup en fait j'ai commencé à vouloir le faire, sauf que moi j'allais à des événements, j'essayais de vendre ça, j'avais 16 ans, j'avais aucune référence, j'avais pas de diplôme, j'avais peu de compétences honnêtement, genre c'était, on me demandait si je savais faire un truc, je disais oui, je charbonnais toute la nuit, je regardais toutes les vidéos YouTube, le lendemain j'arrivais, je le faisais, mais en vrai je savais pas du tout dans quoi je m'aventurais. Et derrière, en fait, surtout, je me suis dit, et j'ai vite compris que, ok, je pouvais pas proposer quelque chose si j'incarnais pas moi-même mon produit, tu vois. Donc j'ai commencé à me dire, mais en fait, pourquoi avant de le faire sur les clients, pourquoi je commencerais pas déjà à le faire sur moi? Du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ok. Et donc, c'est en voulant développer
ta propre marque, que tu as commencé à comprendre les différents mécanismes, les différents leviers, donc social media, RP, funnel, groupe d'engagement, page, etc. Et une fois que tu as commencé à le développer sur toi, tu as eu alors tes premiers clients là-dessus? Alors moi en fait ça allait assez vite sur les premiers clients. Ce que j'ai fait c'est que dès que j'ai commencé à me développer, j'ai tout de suite capté un truc, c'est que tout allait se jouer sur les références. C'est que aujourd'hui quand tu es entrepreneur, on s'en bat les couilles de tes diplômes, tout ce qui va compter c'est tes références. 100%. Un mec ne va pas te demander par exemple demain, je sais pas, on veut bosser ensemble ou quoi, tu vas pas me dire ouais Sylvain t'as fait quelle étude ou telle chose etc. Tu vas me dire t'as bossé avec qui. Et si jamais je te dis un gars que tu kiffes et dont t'aimes vraiment le personal branding, j'ai même pas besoin de devoir te pitcher, te closer, tenter des trucs. En fait non, tu vas me dire vas-y bah combien je veux pareil. c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait j'ai très tôt compris ça et donc j'ai tout misé sur les références. Donc ça veut dire qu'entre 16 et 18 ans je gagnais genre peut-être 1000, 2000 euros par mois, alors ce qui est beaucoup à cet âge-là, mais ce qui est peu entre guillemets dans le business, parce qu'en fait j'ai tout axé sur les références. Donc moi mon but c'était juste de travailler avec les plus gros du marché, et je me suis dit moi j'ai pas envie de galérer à faire 1000 euros par mois, puis 1500, puis 2000, puis 2000. Non, moi j'ai envie d'attaquer le marché par le haut, de court-circuiter le marché, parce que moi j'aime bien tout ce qui est le réseau, le relationnel et tout, de bosser avec les mecs les plus hauts, d'avoir des grosses refs même aux States, etc. Et de revenir et dire ok maintenant tu veux devenir comme lui, ok c'est temps. Et je savais que j'allais pas faire de l'argent sur justement les top, mais sur les personnes qui voulaient devenir comme ces top-là, qui avaient déjà un business. Et c'est exactement en fait ce que j'ai fait. Toute ma stratégie était basée sur ça. Et jusqu'à peu, c'était vraiment le focus. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et genre, tu vois, pour avoir ces refs-là, vraiment, en fait, j'arrivais à créer du lien rapidement avec la personne, à lui faire comprendre que, ok, de base, mon service, il vaut tant, mais pour toi, avec toi, je te kiffe. Tu sais quoi, je te propose de faire ça. Et je vais rien te demander en retour, pas besoin de payer ou quoi. Voilà, c'est ça. Et j'ai récupéré juste des témoignages. Et après, avec cela, bah voilà, j'ai pu me développer, tu vois. Il y a pas beaucoup de gens qui comprennent ça. Et je pense que ça dépend vraiment des métiers. Tu vois, moi, j'accompagne essentiellement des coachs et je leur dis non, bossez pas gratuitement. Ouais. Parce qu'en fait, votre public cible, c'est le grand public. Ouais. Les références grand public, tout le monde s'en fout. Et donc, en fait, faites-vous payer tout de suite pour votre travail, c'est important, surtout dans le coaching. Tu vois. Mais quand tu veux développer des compétences de freelance, consultant, agence, le plus important, c'est avec qui tu as bossé. Et au début, gratter 2000 balles à quelqu'un de connu, c'est hyper dur. Alors que bosser gratuitement pour lui ou pour pas cher du tout, ou alors tu me payes si c'est satisfaisant, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Tu construis ton portefeuille de référence et donc derrière, tu vas pouvoir aller chercher des clients à 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, etc. Et souvent, ceux qui génèrent beaucoup d'argent avec leur business, il y a beaucoup de mecs qui sont très radins. Ouais. Et en plus, qui veulent pas sortir, tu vois. C'est ouf, Parce qu'ils se disent que vu que vas-y, je suis à ce truc-là, j'ai pas besoin de trucs, etc. Mais ils sont toujours curieux, ils veulent toujours, entre guillemets, rester skin in the game, tu vois, être au courant un peu des trucs qui se passent, les petits jeunes qui font des trucs, etc. Et donc, du coup, en fait, ça s'est fait comme ça. Et moi, j'ai capitalisé dessus et j'étais vraiment, genre, jusqu'à mes 18 ans, j'avais, je vais pas dire, j'avais aucun objectif financier. Mais genre, je veux dire, vraiment, c'était pas la priorité. Moi, la priorité, c'était vraiment construire mon réseau, construire mes références. Et c'est ce qui a fait qu'après, très rapidement, à mes 18 ans, tu vois, j'ai créé ma première société, ma deuxième société. Et en fait, tout est allé vite parce qu'en fait, j'avais fait un peu ce travail de fond pendant 2-3 ans, en fait, où j'ai quasiment rien gagné, où je travaillais vraiment, tu vois. Ce que tu fais aujourd'hui, je l'ai fait un petit peu à mes débuts. J'ai une partie freelance, consultant, agence, etc. où je travaillais le storytelling du dirigeant, son personal branding, sa prise de parole digitale, sa présence médiatique, mais sur vraiment les médias en ligne, tu vois, pas les médias tradis et tout. Et vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que déjà, ils sont pas du tout éduqués à ça. Ils sont nuls, la plupart des gens connus là-dessus. Ils ont des équipes, hein, mais eux sont nuls. Que effectivement, si tu veux les faire raquer, bon chance, parce que vraiment, ils lâchent rien. Et j'ai connu des gens ultra connus qui, pour les faire lâcher 500 €, c'était un enfer. Par contre, tu bosses pour eux, tu montres pas de blanche, tu donnes des vrais bons conseils qu'ils peuvent appliquer, tu les aides. Derrière, ils te connectent avec tout le monde. C'est ça. Et ça, j'ai l'impression que personne ne comprend ça. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait, et c'est vraiment des personnes après avec qui je l'ai fait d'une manière où, genre, tu sais, c'était, on va dire, ça restait naturel, dans le sens où c'était vraiment des gens dont j'appréciais ce qu'ils faisaient, que je connaissais vraiment, et c'est pour ça aussi qu'ils voulaient un peu me donner ma chance, parce que, genre, tu vois, ils voyaient ça, et genre, tu vois, j'ai eu des rêves comme ça. Genre, je peux te dire, par exemple, en France, la première rêve que j'ai eue, ça a été Barack Adama, un membre de la section d'assaut. J'avais 16 ans, je suis allé, j'étais au lycée, j'ai prospecté en mode son manager. Il m'a vas-y, on a calé un truc. Genre, tu sais, j'étais dans la voiture. J'étais genre, il m'a pris tout, genre, ils m'ont pris genre sur un rond-point. Je suis monté dans la voiture, genre, j'étais à l'arrière. Moi, j'avais 16 piges, j'écoutais de ouf la section et tout. Je snappais genre sur mon tel à mes potes en mode ouais, regardez les gars qui je suis, mais genre en mode en cachette, ils voyaient pas que truc. Et je lui ai fait un consulting dans la voiture. Et il m'a fait genre en mode un témoignage, genre tu vois, en mode direct à la fin. Et genre, tu vois, là, je l'ai toujours, genre, tu vois, dans ma bulle de témoignage. Et ça qui ouf avec le personal branding, c'est que tu peux tout retracer, etc. et tout. Genre, tu vois, c'était le premier, genre, témoignage, genre, tu vois, que j'avais, genre, tu vois. C'est génial. Et après, en fait, j'ai eu ça. Après, j'ai eu Michael Beckwith, qui est très, très connu aux États-Unis, qui a fait notamment, qui est un des membres principaux du film Le Secret, avec le livre, etc. et tout, qui est dessus aussi. Avec Deepak Chopra aux États-Unis, qui est vraiment...
énormes qui bossaient avec, que ce soit des Barack Obama, Michelle Obama, Oprah, enfin qui est tout le temps avec eux, etc., qui a un step de ouf, avec des membres de Earth, Wind & Fire dans la musique qui sont voilà, un groupe légendaire. En fait, j'ai réussi à avoir vraiment des grosses rêves comme ça assez rapidement. Et après, derrière, ça m'a permis de lancer vraiment tout bien niveau business, tu vois. Ok, je vois. Aujourd'hui, les clients avec qui tu bosses, c'est quoi comme genre de personnes? Alors, aujourd'hui, je vais avoir différents types de clients, en fait. Donc voilà, je vais les scinder un petit peu en 2 principales activités. Et dans la première, il y a 2 segments différents. Donc, sur la partie agence, on va dire, où on va travailler sur les différents segments, on va avoir 2 types de clients. On va avoir des clients, en fait, qui vont venir sur les différents angles, donc que ce soit la partie consulting, la partie créa de contenu, la partie RP, et la partie purement, on va dire, scaling de leur business, et qui vont prendre des prestats, entre guillemets, one shot, ou qui vont prendre des choses individuelles là-dessus. Et du coup, là, j'ai mes teams qui gèrent, j'ai à chaque fois, on va dire, un chef de projet, en fait, pour chaque département qui va tout superviser, etc. et tout. Et donc voilà, donc ils vont prendre une presta, voilà, comme ça, naturellement. Et après, j'ai d'autres clients où je vais en avoir peu, je vais en avoir toujours moins de 5, où eux, en fait, je vais vraiment les accompagner. En fait, le business model d'agence que j'ai, il va être plus être scalable sur ça au niveau des pourcentages, parce qu'en fait, je prends des parts dans le business de mon client. Ok. Et je prends en moyenne, je commence à peu près à 10% minimum. Et aujourd'hui, j'ai un associé avec qui, par exemple, on est à 50-50 parce que bon, l'implication elle est complètement différente. C'est vraiment mon associé, quoi. Et donc, du coup, je me rémunère dessus. Donc, avec un pourcentage, plus je facture aussi un récurrent pour la gestion des équipes et tout. Mais moi, vraiment, le pourcentage, c'est pour mettre toute l'équipe à meilleure disposition, la meilleure stratégie, faire prendre tous les raccourcis, que tel contact de telle personne, que ça se fasse une collab qui va direct te faire péter, qui va te faire gagner peut-être 2 ans, 3 ans, etc. Et après, donc, j'ai toute cette partie-là. Et de l'autre côté, j'ai la partie donc plus SaaS, où là, on va vraiment s'orienter. Plus genre tu vois à tout type de personnes un peu plus mass market qui vont se lancer dans le domaine du coaching, du freelancing, devenir indépendant, se développer sur les réseaux, vraiment tout ce marché là on va dire un peu plus le début du marché, tu vois. Ok, je vois. Par quoi tu commences quand tu travailles avec ce genre de clients? Est-ce que tu commences toujours par les mêmes choses? Est-ce que ça dépend des business? Sur les gros clients, Ouais. Sur les gros clients, honnêtement déjà ça commence par bien choisir ses clients. Ouais. Parce que prendre des mauvais clients, ça va te faire, en dehors de te faire gagner un peu d'argent, ça va te faire perdre énormément de temps, d'énergie et donc d'argent. Donc premièrement, ça va être de bien choisir ses clients, de pas se précipiter, de pas faire la course aux clients parce que c'est bien de scaler, mais il faut maîtriser son scaling, il faut bien délivrer. Et quand tu es sur des deals à du pourcentage, ça te sert à rien d'avoir forcément des dizaines de clients, il vaut mieux en avoir quelques-uns qui font des très très gros chiffres et c'est plus intéressant. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en fait juste que humainement, en fait, ça fit à 100%, tu vois. Ouais. Qu'on soit sur la même vision, la même énergie, et que genre en fait on kiffe bosser ensemble, parce que si c'est un truc qu'on va avoir des parts, on va vraiment être amené à tous les jours savoir au téléphone, etc. Bah, je veux vraiment genre tu vois qu'il y ait un feeling des deux côtés qui soit hyper naturel. Après, la troisième chose, ça va être vraiment de comprendre, on va dire, la vision du client, donc là où il veut aller, et aussi de parler avec lui sur son storytelling, etc. Mais pas dans un truc trop structuré, mais en fait juste de s'asseoir, d'aller manger avec lui, de se faire un resto, tu vois, et vraiment de parler, de comprendre, on va dire, en profondeur pourquoi la personne a fait ça, qu'est-ce qui la motive, etc. Et après aussi, est-ce qu'elle va avoir la bande passante, on va dire, pour mettre en place un peu tout ce qu'on va voir ensemble, et est-ce qu'elle est prête à s'impliquer dessus? Parce que même si jamais tu as des super strats, même si jamais la personne elle est super compétente, elle cartonne dans son activité, créer du contenu sur les réseaux, développer son personal branding, même si tu t'entoures d'une équipe, etc., ça prend du temps, ça prend de l'énergie, tu vois, et il faut avoir le temps et vraiment le vouloir pour le faire. Si jamais tu es juste en mode ah, vas-y, je vais déléguer mon personal branding à une équipe, ils vont tout gérer pour moi et tout, en fait, ça va se sentir, genre tu vois, aujourd'hui sur les réseaux, tu vas sentir que le contenu il est pas naturel de la personne, qu'on n'y met pas un peu sa personne ou quoi, donc ça va être compliqué. Donc maintenant, j'essaie aussi de filtrer en plus ce genre de personnes-là, pour prendre des personnes en plus que, en fait, qui kiffent faire ça, qui kiffent transmettre un peu, partager et tout, et avec qui vraiment on est sur la même longueur d'onde, tu vois. Est-ce que finalement on pourrait pas résumer que ce que tu fais avec tes clients, ceux avec qui tu vas le plus loin, hein, c'est presque ce que les Hormozy ont été capables de faire sur les 2 dernières années, les Hormozy, ce qu'ils ont fait sur les 2 dernières années, passer de nobody rich et successful à figure emblématique social media. Est-ce que c'est pas ça que tu fais finalement avec tes clients? Alors, moi justement, c'est ça que j'essaye beaucoup de faire, tu vois, et que je fais aujourd'hui, et que je me suis vraiment orienté dessus. Et Hormozy, c'est intéressant que t'en parles, parce que, tu vois, moi j'en parlais souvent, je le disais dans un coaching privé que je faisais là pour des personnes et tout que j'accompagne. En fait, Hormozy, aujourd'hui, c'est archi intéressant ce qu'il a fait. Bien sûr, comment lui s'est développé, même aujourd'hui, son business model. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, je parle vraiment, genre, tu vois, pour ceux qui nous regardent, qui ont déjà des business de formation, de coaching, ou qui sont déjà un petit peu développés, etc., ou même ceux qui démarrent, mais qui veulent avoir un peu cette vision-là. En fait, aujourd'hui, le marché, il a changé. Et aujourd'hui, former les gens de faire de 0 à 1, ça marche toujours parce que le marché est grossit, il y a toujours plus de monde, mais il y a énormément de concurrents, etc. Et aujourd'hui, en fait, tu peux gagner beaucoup plus d'argent quand tu es vraiment compétent en apprenant aux gens, en fait, à faire de 10 à 100, tu vois. Et c'est ce que Hormozy fait. Ouais. Hormozy, sa stratégie, c'est il est arrivé, il s'est dit, je vais tout niquer. Il est arrivé, Hormozy, il s'est dit, je vais disrupter le marché. Tout ce que les mecs ils font dans leur formation à 1000 balles, moi, je vais le mettre gratuit.
et je vais donner encore plus et je vais bien le packager, je vais le marketer d'une façon géniale, de manière ultra authentique. C'est ce qu'il a fait, il est venu. Tu vois, ses contenus, ils sont plus dynamiques, plus de valeur et plus quali que n'importe quel autre contenu du même style où les mecs derrière, tu sais, qui vont te rediriger vers un webinaire, vers une formation payante. Ouais. Du coup, tout le monde a suivi Hormozy. Du coup, toute l'attention, elle va sur lui. Du coup, quand t'as l'attention et que t'es intelligent, derrière, après, tu sais comment la monétiser. Et lui, aujourd'hui, son marketing, c'est vraiment, j'ai rien à te vendre, juste à te former. Et une fois, vas-y, que tu feras 2, 3 millions, etc. et tout, voilà, là, je vais t'aider et je vais t'emmener à faire 10, 20, 30 et je vais prendre des parts sur ta boîte. Et voilà. Et toutes les petites personnes, entre guillemets, qui ont démarré et qui ont grandi avec lui et qui après deviennent, on va dire, des plus gros entrepreneurs, etc., ont envie après d'être accompagnés avec lui parce qu'ils ont démarré avec lui. Et du coup, en fait, c'est exactement ça qu'il fait. Et il est du coup sur un modèle au pourcentage. Et moi, en fait, c'est un peu ce que je fais sur l'agence avec le business model où justement on prend des parts sur le business du client et on le fait vraiment péter, on va dire, à un step beaucoup plus haut, tu vois. Et du coup, Hormozy, je trouve ça trop génial ce qu'il a fait. Je trouve vraiment qu'il a disrupté le game. Je me souviens quand il a sorti 100 Million Offers et les vidéos YouTube qu'il avait avec et la partie formation offerte sur son site qui allait avec le livre. C'est fort. La première chose que j'ai dit à mes équipes, je fais bon, va falloir qu'on s'améliore vite parce que là, en fait, il vient de filer gratuitement des trucs que nous on vendait et donc maintenant en fait nous on va être obligé de step up. On a réussi à le faire, mais franchement quand il a sorti tout son truc, moi j'ai un peu transpiré les 4 premières minutes, je me suis dit bon, va falloir être au niveau, tu vois. Et là on voit que les Américains ont un cran d'avance sur les Français là-dessus, tu vois. Il faut se donner. Ouais. Aujourd'hui, le marché il a changé. Tu peux plus, c'est plus comme avant où tu dois avoir. Avant, le business model, même dans l'infoprenariat ou dans le coaching ou quoi, c'était genre, je sais pas, j'ai un lead magnet, je renvoie vers une séquence d'emailing, après j'ai un petit produit, j'ai un produit moyen, j'upsell, je cross-sell. Et c'est fini tout ça. Maintenant, le seul but, c'est d'arriver, d'être disruptif, de capter un maximum d'attention parce que tu donnes vraiment un maximum et parce que tu as des vraies choses intéressantes et intelligentes à partager. Et derrière, à côté de ça, une fois que tu as un maximum d'attention, tu es le numéro 1 sur ta niche et tu as une seule offre. Ton offre, elle est simple, elle est efficace. Tous tes liens, ils redirigent vers un tunnel. Et en fait, derrière, tout le monde te connaît pour cette offre-là. Ouais. Et c'est ce qu'il a fait Hormozy avec un message clair. J'ai rien à te vendre, j'ai un seul truc, je me rends à un seul type de personne et tout le reste, je vous donne tout gratuitement. Et c'est pas fou. Et aujourd'hui, le marché, vraiment, il a complètement changé vers ça, tu vois. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai arrêté la partie directement formation en ligne comme je le faisais avant, moi, directement. Et que j'ai un petit peu réorienté ça avec justement le business plus avec du pourcentage vers des gens pour les aider à faire de 10 à 100 et derrière à côté de ça la partie SaaS parce qu'en termes de le récurrent je trouve ça incroyable, genre tu vois maintenant que j'ai des business en mode récurrent et tout je me dis mais je pourrais pas revenir dans un business où j'aurais que genre du one shot tu vois et à côté de ça parce que tu peux faire des valos, tu peux faire des trucs de ouf, c'est génial tu vois. Et en fait t'améliores, en fait tu construis, genre c'est vraiment tous les mois c'est d'améliorer le taux de satisfaction, tu sais tu construis et je trouve ça lourd. Il y a beaucoup de gens qui viennent du coaching, consulting, formation, qui essaient d'aller sur du SaaS, parce qu'on a vu chez les Américains ce que ça peut donner avec Alex Becker qui a valorisé Heroes comme un ouf et qui est sorti avec un exit pas possible. Sam Ovens qui a fait le move, il a lâché tous ses masterminds pour avoir School. Iman Gadzhi en ce moment. Iman Gadzhi, Scott Oldford aux États-Unis. Yomi en ce moment en réalité avec ce qu'il fait. Ouais, il y en a plein. Et pour autant, j'ai l'impression que c'est pas si simple en fait. Ah mais c'est pas simple du tout. C'est pour moi, si je devais démarrer dans le business ou quoi, genre jamais je ferais un SaaS. Ouais, voilà. Genre moi, pour moi, les SaaS en fait, c'est la Ligue des Champions des business, tu vois. Ouais. Genre c'est vraiment, faut être vraiment excellent et c'est très très dur. Et quand tu démarres, je pense que c'est bien mieux de démarrer par quelque chose, justement dans du freelancing, dans du coaching, que démarrer par une activité comme ça. Parce que pour le SaaS, déjà ça va te demander une organisation, des process, un réinvestissement, de la tech. Cher, hein. Et ça va te demander surtout, soit si t'as un produit qui est pas cher, de faire beaucoup de ventes ou d'avoir de la traction. Et c'est ça par contre derrière qui est intéressant avec un personal branding. Moi quand j'ai lancé justement là ce qu'on fait, tu vois, c'est à peu près 2 mois, on est monté à 10K de MRR, tu vois, donc de revenus vraiment récurrents. Et en fait je me suis dit c'est ouf parce qu'en fait on a fait ça mais sans dépenser 0€ en marketing. Donc j'ai juste fait des stories. Et je me suis dit ça veut dire en fait entre guillemets que je peux tester n'importe quel SaaS sur ma commune tant qu'il est pertinent et qu'il est quali, monter à 10K par mois et après avec ces 10K par mois les réinjecter en marketing etc et faire un truc genre bootstrap tu vois. Et en vrai c'est une dinguerie et du coup quand t'as une commune vraiment d'entrepreneurs ou de gens un peu qualifiés et tout c'est magnifique. Et par exemple c'est pour ça avant je l'aurais jamais fait parce que c'était pas le bon moment tu vois. Et là petit à petit je me mets dedans. Mais c'est hyper intéressant, mais il faut pas croire que c'est facile ou faut pas se dire ouais c'est le nouveau business trendy à la mode du coup faut tout mettre dessus. C'est super dur. C'est vraiment vraiment dur tu vois. Je pense qu'aujourd'hui quelqu'un qui démarre de zéro, ce qu'il devrait faire c'est coaching, consulting, freelance, donc un high income skill qui amène vraiment du cash flow. Obligé. Ce cash, tu le réinvestis pour bâtir de l'audience. Et une fois que tu as de l'audience et du cash, tu fais un programme ou un truc type soit agence, soit programme en ligne, mais programme accompagnement, un truc complet, un truc un peu solide, qui génère encore plus de cash. Et après, tu vas jouer au SaaS ou aux médias ou à plein de choses comme ça si c'est ce que tu as envie. Quoi. J'aurais pas pu résumer mieux, sinon je vais paraphraser, j'aurais dit la même chose que toi. Franchement, exactement. Il y a beaucoup de gens qui pensent pas à le faire dans ce sens-là. Tu vois. Je vois des gens qui veulent monter des gros programmes ou des grosses agences alors qu'ils n'ont pas de cash flow ni d'audience. Et du coup, c'est hyper dur parce que tu compites avec des gens qui sont quand même solides.
ceux qui veulent monter du SaaS de zéro comme first time entrepreneur, je trouve ça ultra casse-gueule. Ouais. Il y a tellement de trucs que tu dois maîtriser et tout. Et genre, tu sais, c'est vraiment un jeu long terme. Donc, si jamais t'as pas de revenus directement, tu le prends dans ta poche. Sinon, ça veut dire que, en fait, si jamais tu commences par ça, ça veut dire que, si jamais tu commences quand même, t'as besoin d'argent pour vivre, pour payer ton loyer, pour payer tes courses, pour tout ça, etc. Donc, ça veut dire que l'argent que tu vas gagner, tu vas réinjecter une grosse partie dans ça. Sauf que dans les SaaS, t'as aussi un timing, t'as aussi de la vélocité, faut aller vite, faut réinvestir en marketing. Ouais. Donc, genre, tu vois, pour moi, non, le truc, la différentes échelles comme ça, pour moi, c'est ça le game aujourd'hui, en vrai. Je pense. Même si après, t'as plusieurs chemins, t'as des gens qui peuvent plus se spécialiser dans quelque chose, etc. et tout. Mais moi, c'est ça que j'avais vu avec Iman Ghazi, où genre, tu vois, j'ai vraiment kiffé. Ça, genre, tu sais, je regardais ses vidéos, genre, il y a 1 an. Et tu sais, genre, tu sais, c'est le genre de moment où tu regardes une vidéo et tout, et tu mets stop, et tu te dis, ah putain, ça y est, j'ai compris. Et genre, tu sais, tu regardais depuis du temps, mais t'avais pas capté le truc. Et là, je me suis dit, attends, mais ce qui fait que le mec, en fait, il réussit, c'est qu'il a construit son truc, en fait, c'est comme un escalier pour aller au succès. Exactement. Et en fait, à chaque fois, il met la marche au-dessus. Et c'est pas, il fait un truc dans un domaine, après, il repart de zéro, il fait un truc dans la NFT, après, il fait un truc là, il fait un truc dans l'e-commerce. Non, il est resté sur le truc des agences. Il a fait son agence, il a documenté, il a fait une formation sur comment j'ai fait mon agence, il a fait un mastermind sur vous avez des agences et vous faites de l'argent, on va vous aider à faire plus d'argent, et après derrière il a fait un SaaS pour ces agences-là. Et du coup il a un écosystème, et dès en fait qu'il crée quelque chose, il repart en fait de la marche où il était avant. Et il a juste à aller à celle d'après. Alors que toi quand tu commences et que tu veux par exemple aller à du SaaS ou quoi, que t'as pas de commu et tout, c'est comme si, je sais pas, tu voulais aller à la marche 10 et faire un grand écart pour y aller, mais ça marche pas, tu te casses la gueule. Il y a aussi une erreur courante avec ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui maîtrisent une verticale et qui, au lieu de construire l'écosystème autour de cette verticale, ils attaquent une autre verticale de zéro. Ouais. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, c'est pas parce que tu as fait 500 000 par mois sur, je sais pas moi, les plombiers, que en fait, faire 500 000 par mois sur les infirmières, tu repars pas de zéro en fait. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'oublient aussi, que changement de cible, repartir à zéro. Et donc, c'est jamais le truc smart à faire, quoi. Et moi, je vois, tu vois, c'est un syndrome que j'ai beaucoup eu quand même. Parce que j'ai commencé vraiment par toute la partie personal branding, la partie agence à mes 18 ans, etc. et tout. Puis après, la partie formation, etc. Et à mes 20 ans, tu vois, là, j'ai 22 ans, mes 20 ans, 21 ans, etc. J'ai fait plein de trucs différents. On a bossé, on avait un studio de création, on avait des locaux de 250 mètres carrés, genre, tu vois, on faisait full en mode, on bossait avec des marques e-com et tout. Dans le marketing d'influence, dans la NFT, honnêtement, on a bossé, je pense, avec certains des plus gros projets au monde. On avait créé la page et la communauté NFT France, on était les numéros 1 en France, on a fait plein de trucs, etc. Et c'était cool. Mais à la fin, en fait, tout ça, c'est des trucs qui ont été construits, qui n'ont pas rapporté grand chose, parce qu'à la fin, tu gagnes, mais tu repères, tu construis pas, l'argent il repart, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est bien de tester plein de choses, parce que sans ça, tu veux pas vraiment savoir ce que tu kiffes vraiment et savoir ce que tu veux pas et ce que tu veux. Mais aujourd'hui, une fois que tu as trouvé après ton domaine, reste juste focus dedans, fais même pas attention à l'argent, et ça peut vraiment paraître bateau, mais genre, tu sais, c'est ce genre de trucs là où des fois, tu as des concepts, tu crois que tu les as compris jusqu'au jour où tu les as compris. Et moi, c'était vraiment ce truc-là où je me disais, ok, c'est important d'être focus, machin, je l'entends, etc. Et c'est important de d'abord faire les choses parce que tu les aimes et parce que tu veux construire quelque chose, et après l'argent vient, etc. Et moi, j'étais en mode, vas-y, oui, etc. Et maintenant, en fait, depuis que je le fais, genre, en fait, tout change, et en fait, il y a jamais un mois, on fait moins que le mois d'avant, tu vois. Et alors qu'avant, c'était pas ça. Avant, c'était un mois, on faisait ça, un mois, on faisait ça, un mois, on faisait ça, un mois, on faisait ça. Là, après, on faisait là-bas, tu vois, alors c'était. Et c'est pas viable. Je comprends tout à fait. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a déjà un business, qui gagne un peu d'argent et qui veut développer son personal branding aujourd'hui? Alors, le premier conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui veut développer son personal branding, c'est déjà de voir est-ce que la personne elle kiffe vraiment justement faire ça, est-ce que c'est vrai, et est-ce que c'est vraiment pertinent par rapport aussi à son industrie, tu vois. Mais surtout, est-ce que la personne elle kiffe faire ça, parce que si jamais t'es pas régulier, tu vas pas pouvoir continuer sur du long terme, ça va pas fonctionner. Après, moi, la première chose que je dirais quand tu veux développer ton personal branding, ça va être vraiment de choisir sur quel réseau tu veux te positionner, sur quel format de contenu. Par exemple, tu as des gens qui vont être hyper bons à l'écrit. Donc, par exemple, Trade, là, qui vient de sortir, moi, je me lancerai direct sur ça. Parce que, du coup, nouvelle opportunité, nouvelle pulsion, nouveau réseau, etc. et tout. Là, en venant, j'étais comme ouf. Je venais de réussir à le télécharger. Ça faisait 10 fois que je voulais faire la manip. Là, où je changeais ton App Store. Ouais, ça faisait que bugger. Donc là, j'étais comme ouf, etc. et tout. J'étais en mode, non, putain, j'ai 5 jours de retard. Là, ça va pas. Faut que je sois plus vif dessus. À côté de ça, si jamais t'es très bon à l'oral, par exemple, et t'aimes bien le storytelling, t'aimes bien construire tes choses avec des arcs narratifs et tout, peut-être YouTube. Enfin, je veux dire par là que vraiment de choisir un réseau sur lequel tu te focuses, ou à la limite 2, qui sont par rapport à ta zone de compétences, et de pas chercher à créer du contenu sur toutes les plateformes et à juste le dupliquer ton contenu, parce que ça va pas marcher. Chaque plateforme, elle a vraiment des codes différents, et tu peux réadapter du contenu, mais il va falloir que tu le réadaptes par rapport au code de la personne, sinon ça va flopper. Donc je dirais vraiment de comprendre quelle plateforme te correspond mieux, et après d'être focus dessus, d'analyser les meilleurs du marché, de voir qu'est-ce que tu peux dupliquer, de pas te casser la tête en termes de sujet. Et moi, par exemple, tu vois, il y a un truc qui est simple, que j'appelle les BPP. Les BPP, c'est les Best Performing Posts. Quand je me suis lancé sur YouTube, j'avais 0 abonnés. Ma 3e vidéo, elle a fait 500 000 vues en organique, alors que YouTube, tu vois, c'est pas facile, tu vois. 500 000 vues, pourquoi? Ce que j'ai fait, c'est simple. C'est je suis allé sur toutes les chaînes YouTube de mecs qui parlaient de réseaux sociaux, d'Instagram, de croissance, etc. J'ai tapé j'ai cliqué sur vidéos les plus populaires, et j'ai pris une feuille, j'ai noté les premières vidéos qui ressortaient à chaque fois,
J'ai fait ça sur 5-10 mecs. J'ai vu qu'à chaque fois qu'ils faisaient une vidéo sur comment ils certifiaient sur Instagram, à chaque fois c'était viral. Je me suis dit, s'ils le font et que c'est viral, pourquoi moi si je le fais ça marcherait pas? Et du coup je l'ai fait et ça a bien marché. Et après c'est pas toujours comme ça, c'est pas toujours aussi simple. Ouais, bien sûr. Mais t'augmentes largement tes probabilités, soit si un sujet est déjà viral de base depuis longtemps, soit si un sujet est dans l'air du temps, et genre par exemple, je sais pas si aujourd'hui tu fais un post ou tu fais un truc par rapport à Zuckerberg et Elon Musk, en ce moment ils sont en plein clash entre guillemets, c'est dans l'air du temps. Si tu fais un post sur, je sais pas, les certificats Instagram payantes, c'est dans l'air du temps. Mais faire des trucs qui surfent sur les éléments d'actualité aussi, c'est vraiment les deux trucs. Et après derrière, d'optimiser constamment. Moi ce que je dis toujours aux personnes, c'est que si jamais tu fais du contenu et que tu es dans une logique d'optimisation constante et que tu es régulier, c'est impossible que tu perces pas en fait. Genre soit c'est que t'as pas été dans l'optimisation constante, soit que c'est juste que t'es pas assez régulier. Et si jamais tu fais les deux, c'est obligé que dans 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, 2 ans, t'as une vidéo et elle pète et qu'après t'enclenches parce que t'auras tous les process. J'ai l'impression, et quelque part je connais la réponse, ça paraît ultra simple et personne ne le fait. Ouais, Pourquoi c'est comme tout. Pourquoi, je sais pas pourquoi les gens ils vont pas prospecter, pourquoi les gens ils se lancent pas dans leur business, pourquoi les gens ils passent pas, je sais pas, 15 minutes par jour à faire de la méditation vu que c'est simple et en vrai ça te prend que 15 minutes dans la journée, pourquoi les gens ils font pas assis, pourquoi. En fait c'est tout, c'est vraiment cette question là de ça va paraître bateau de fou mais de passage à l'action, tu vois, et c'est ça qui définit l'entrepreneur. Moi alors tu vois, anecdote intéressante, sans être vraiment condescendant ou quoi, genre du tout, genre vraiment, genre quand je me suis lancé dans la partie personal branding, j'étais avec un associé sans le citer forcément, etc. Voilà, j'étais avec lui, on a démarré et on a commencé à accompagner tous les mecs top infopreneurs francophones, etc., ou même des gros mecs dans d'autres pays, etc. Et mon associé, lui, de base, il était ingénieur, tu vois, il venait de base de Marseille, genre, tu vois, d'une cité et tout. Après, il a réussi à avoir son diplôme d'ingénieur à Paris, il a charbonné, il a fait travailler vraiment ses neurones et tout, voilà. Et moi, j'étais en mode, je voyais tous ces personnes-là, c'était un peu comme des gourous, genre, tu sais, je me disais, ah putain, ils sont trop forts, ils sont sur une autre planète et tout. Et quand on a commencé à bosser avec eux, mon associé m'a dit, eh, mais en fait, Steven, c'est tous des merguez. Ils sont tous éclatés. Genre, si eux ils font ça, on fait 10 fois mieux. La seule différence, c'est que eux ils le font et nous on fait pas. Et eux en fait ils le font vraiment et tous les jours ils passent à l'action, tous les jours ils mettent des choses en place, tous les jours ils se posent pas de questions, ils testent quelque chose, ça marche pas, ils l'optimisent. Et c'est pour ça qu'en fait ils méritent d'avoir plus de résultats que nous et c'est pour ça qu'ils sont à ce step là. Mais en fait c'est pas du tout des génies ces mecs là. Et moi à chaque fois que je vais avec un gars, genre tu sais, qui a créé beaucoup de contenu, qui a grave des vues sur les réseaux, etc., à chaque fois ça me choque de voir à quel point en fait la personne elle est pas à l'aise à la caméra, comment elle galère. Genre tous les youtubeurs même en ce moment en France et tout qui cartonnent, la plupart dans le business en tout cas ils refont 10 fois leur prix, c'est galère et c'est normal. Ou à côté de ça, en fait, c'est pas des génies intellectuellement, etc., mais juste en fait, ils le font, ils le répètent, ça marche pas, ils le refont, ils testent, et en fait, c'est ça qui font qu'ils marchent mieux que les autres, et c'est mérité. J'ai fait beaucoup de mastermind ces 12 derniers mois, et j'en parlais avec mon bras droit récemment, et je disais, c'est ouf, on n'arrête pas de rencontrer des gens. Ils font 3, 5, 10 fois notre CA, alors qu'on fait déjà un CA confortable, hein, donc c'est vraiment des mecs qui font de l'argent. Hein. Et quand je parle avec eux, je les trouve tous nuls. Et c'est là c'est frustrant. Au début, c'est frustrant, parce que tu sais, t'as ton ego qui doit redégonfler. Donc au début, c'est énervant. Et après, tu te rends compte qu'en fait, dans nos métiers, ce qui est valorisé, c'est pas l'intelligence. C'est pas d'être plus malin que les autres. C'est pas de réfléchir mieux. C'est pas faire des trucs hyper fancy, hyper stylés, etc. Non, c'est trouver un truc qui marche, itérer, améliorer, encore. Et que du coup, c'est plus facile pour des gens qui se cassent moins la tête, mais qui sont des charbonneurs, que des gens qui sont des grands intellectuels et qui veulent penser leur truc dans tous les sens. Et ceux-là, en fait, ils ont moins de résultats ou en tout cas moins vite. Hein. Bon, moi, en fait, c'est un peu un truc, tu vois, qui est paradoxal. En fait, il faut avoir un peu les deux côtés en même temps. Où, en même temps, il faut avoir, pour moi, pour vraiment réussir à un haut niveau un peu de notre sphère, vraiment une vision long terme. Et vraiment ce côté-là où tu veux construire, donc dans ta vision macro. Mais dans ta vision macro, être ultra vif, être à l'affût de tout ce qui se passe, essayer de prendre un courant. Ça marche pas, bam, c'est pas grave, je rectifie. Et j'aurais moins perdu que si jamais je l'avais pas pris ou que si jamais j'étais resté là une semaine à hésiter entre les deux. Je fais un truc, même si jamais ça marche pas, je pivote directement. Passage à l'action massive. C'est ça. Et en fait, d'avoir ce passage à l'action massif, mais pas orienté genre juste où tu surfes des tendances, mais orienté autour d'une vision vraiment solide, tu vois. Et quand t'arrives à avoir ces deux trucs-là, c'est incroyable. J'ai vu beaucoup de tendances émerger ces dernières années. Bon, elles viennent toujours des États-Unis qui ont toujours 5 ans d'avance sur nous, comme d'hab. De toute façon, c'est. Et maintenant, je pense même 5 ans, ça se. Tu vois, je pense maintenant, c'est plus 6 mois. Hein. Enfin, je sais pas si c'est 6 mois, mais 1 an ou 2 ans, mais j'ai l'impression que le temps, il s'est. 6 mois à 1 an, t'as les meilleurs Français qui ont capté. Ouais, c'est avant vrai. qu'il y ait une adoption. Là, t'as 2 ans en plus au moins, et après 2 ans encore plus. Ouais, je suis d'accord avec toi, t'as raison. Regarde, les Américains, ça fait maintenant 1 an et demi, 2 ans, qui gueulent que on peut plus se contenter de faire juste de l'acquisition de bourrin
en paid, tu vois, avec Facebook Ouais. Ads, YouTube Ads, etc. Qu'il faut bâtir du média parce que le tracking va devenir plus compliqué, parce que les coûts d'acquisition vont devenir plus chers, parce que ton produit de toute façon on sait tous qu'il n'est pas assez bon, et donc en fait le bouche à oreille négatif va compenser ton marketing positif. Ouais. Et donc il est temps de vraiment construire des personal brands, construire du média, détenir l'audience. Ça fait 2 ans que j'entends les Américains le dire. Aujourd'hui je vois les meilleurs chez les Français commencer à prendre le tournant seulement, et à mon avis l'adoption massive elle sera d'ici 3 à 5 ans encore. Ouais. C'est fou de voir que l'information est accessible, que les grands tournants sont visibles, mais que personne ne le fait. Ça, c'est pour moi le plus important. Moi, à ce moment-là, quand j'ai compris ça, j'ai arrêté d'acheter des formations et tout. C'est vraiment en fait le jour où j'ai capté que si tu veux analyser ce qu'un mec fait, c'est simple. Mais en fait, juste tu rentres dans son écosystème et en fait, juste tu sors de ta posture de consommateur, tu rentres dans ta posture de producteur et en fait, juste analyse. Ok, le mec, pourquoi j'ai cliqué sur ça? Qu'est-ce qui a fait que Qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de m'abonner? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui fait que je regarde ses contenus? Qu'est-ce qui me plaît chez lui? Quand je clique là, ok, ça me redirige vers son site. Ok, est-ce qu'il y a un mail? Est-ce qu'il utilise un typeform? Est-ce qu'il utilise un jeu de forme? Quel genre de questions il pose? Pourquoi il les pose? Ok, par exemple, je vais prendre un call avec un closer, je vais me faire passer pour un prospect et tout. Oui, salut, truc machin, ok. Je vais dire les objections type. Comment le mec il me répond? Je les note. Derrière, après, quel genre d'offre il me propose? Si jamais je signe pas, comment il me recontacte? Et en fait, avec ça, t'as tout le process de la personne. Et ça, en fait, c'est juste qu'en fait, faut. Personne ne le fait. Ouais, parce que tout le monde a la flemme. Et c'est normal, genre, tu vois, c'est chiant. Entre guillemets, genre, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et c'est le truc où tu procrastines. Et pour moi, encore heureux que personne ne le fait parce que sinon j'aurais plus de business en vrai. Hein. C'est ça. Mais moi, c'est ce que j'ai toujours. Les gens, tu sais, ils me disent, ouais, mais j'arrive pas à être motivé. Ouais, mais si c'est pas motivé, vas-y, le fais pas, laisse-nous. Laisse-nous, on va prendre ta place, t'inquiète pas. Parce que On va manger pour toi. moi, c'est parce que les gens, ils ont pas envie de passer 30 heures par semaine à analyser sur toute la planète ce qui se fait, ce qui marche et comment ça bouge, que moi, ils me filent quelques milliers d'euros pour que je leur dise juste, actuellement, fais ça. C'est ça. Et en fait, que sur les métiers de formation et de coaching ou les métiers d'agence, c'est en fait, les gens nous payent ces sommes-là parce que nous, on passe notre temps à tout analyser, tout tester, tout comprendre, à se faire des trous dans le cerveau, essayer de parler avec des gens pour comprendre les nouveaux mouvements, etc. Pour que d'autres n'aient pas à le faire, en fait. Hein. C'est exactement ça. J'ai monté mon personal branding avec les conseils que tu m'as donnés. Je veux maintenant développer du média à plus grande échelle. Quelles sont les erreurs que je dois pas faire? Donc, pour passer de j'ai un petit personal branding qui fonctionne, j'ai ma petite commu et tout, à vraiment, genre, je veux, entre guillemets, scaler mon personal branding. Ouais. Vraiment. L'erreur à pas faire, je dirais, ça serait de rester sur du contenu qui va être sans profondeur. Dans le sens où, aujourd'hui, je le vois vraiment sur les réseaux. Tu vois, on parlait de switch. En ce moment, genre, je kiffe cette période parce qu'il y a tellement de switch business quand tu prends les business models avec Hormozy, quand tu prends le paid avec l'organique, quand tu prends plein de choses comme ça. Et au niveau du contenu, moi, il y a vraiment un truc que j'ai compris il y a quelques mois. C'est la différence entre le contenu. Vraiment, bah, tu vois, ça se dit par le nom, voilà. Snack content, le contenu que tu manges, que tu consommes, fast food, tu vois. Et le contenu qui est profond, le contenu qui est un peu raffiné, le contenu qui te fait ressentir des émotions, qui est un peu plus lent. Et en fait, c'est ce truc-là où aujourd'hui, il y a tellement une surproduction de contenus qui se ressemblent tous, où en fait, si jamais t'as pas une certaine profondeur, si t'as pas une certaine personnalité, etc., ça va être très 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 compliqué d'émerger. Et aujourd'hui, pour moi, pour émerger, pour vraiment être considéré, et je parle même pas en termes de chiffres et tout, mais vraiment bâtir de l'autorité et après derrière développer une vraie commu qui va être solide, où tu vas avoir un poids sur le marché, en fait, ça va être par développer des concepts qui vont être uniques et qui vont être identifiés. Ça veut pas dire que tu dois les sortir de ton chapeau, tu peux très bien copier un truc et le faire mieux, mais qui est pas encore implémenté sur le marché, et tu vas bien le faire. Et ça, aujourd'hui, on le voit avec la plupart des gros créateurs de contenu ou même des gens qui développent leur podcast, etc. Moi, par exemple, genre, tu vois, typiquement, je voulais lancer un podcast, genre, tu vois, de base, mais je l'ai pas fait parce qu'en fait, je voyais déjà tellement de gens qui l'ont lancé et qui le faisaient de manière qualitative que je me suis dit, qu'est-ce que genre, je vais apporter de plus en réalité sur le marché, tu vois. Est-ce que je vais vraiment me démarquer? Est-ce que je vais avoir un truc disruptif? Genre, en fait, j'ai pas juste être envie d'un gars qui fait ça parmi tant d'autres. Genre, tu vois, genre, j'ai envie vraiment de le faire d'une manière où les gens pourront m'identifier à c'est le mec qui fait ça. Et moi justement c'est ce que je recommande, tu vois, vraiment souvent, tu vois, c'est de le faire autour d'un concept. Je te prends un exemple, par exemple, c'est ce que tu as fait là récemment, tu as développé voilà, c'est le exactement. format 24 heures avec, c'est exactement ça. Qui est un truc qu'on n'avait jamais vu parce que t'es à mi-chemin. On l'avait vu mais c'était pas fait de cette façon-là. Ouais, mais t'es quand même à mi-chemin entre du vlog, de l'interview, du divertissement, de la narration. Sur de l'entrepreneur, il y a personne qui va tout regrouper comme ça, j'ai l'impression. C'est ça, parce que c'est du taf, hein. Bah, c'est du vrai taf. Et en fait, tu vois, moi je l'ai vu par exemple la première vidéo, bah d'ailleurs je l'ai fait avec Valorant du coup, du crayon que je salue. Chez qui on est aujourd'hui. Exactement. À côté de ça, la deuxième, je l'ai fait donc du coup avec Guillaume Moubèche, qui a fondé Lemlist, une boîte qu'aujourd'hui valorisée à plus de 250 millions. Et aujourd'hui, en fait, la vidéo que j'ai fait par exemple avec Valorant, bah, m'a permis justement d'avoir quelqu'un comme Guillaume. D'ailleurs, c'est Valorant qui me l'a introduit. Mais derrière, après, aujourd'hui, une vidéo comme celle de Guillaume, on a énormément travaillé dessus. La vidéo, elle dure 30 minutes. Il y a une quantité de travail, il y a une profondeur que je pense très peu de gens peuvent identifier sur le marché en France. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que
la vidéo a été tellement qualitative que tout le monde l'a repartagée sans même que je demande à personne. Genre, j'ai eu des gars sur Insta, par exemple, genre, je sais pas si tu sais que c'est Thibaut Dimorentier. Oui. Thibaut, genre, par exemple, on se parle pas trop, tu vois. C'est juste, on se connaît pas spécialement, tu vois. On a déjà échangé rapidement, mais on se connaît pas spécialement. Il a repartagé ma vidéo, genre, tu vois, genre sur Insta. Alors que c'est quand même un mec qui a sa commu, qui s'est développé, là, etc. Il a repartagé sans même qu'on se soit jamais parlé, juste parce qu'il a kiffé la vidéo. Et du coup, moi, j'ai kiffé, on a parlé, on a connecté, j'ai vu qu'il était grave cool et tout. Et en fait, j'ai vu ça chez plein de gars qui, de base, te demanderaient je sais pas combien pour partager ou quoi, mais qui l'ont tous fait gratuitement, tellement ça les a touchés. Et tellement, en fait, il y a peu de formats qui vont taper une profondeur comme ça. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, par exemple, là, je peux le dire parce qu'à ce moment-là, la 3e vidéo sera déjà sortie. La prochaine vidéo, je la fais donc avec Théo Lyon, qui est assez présent aussi, avec qui je viens de finir de tourner hier. Et Théo Lyon, c'est passé comment? Il a tellement kiffé la vidéo avec Guillaume, il est tombé dessus comme ça sur YouTube. Moi, Théo, je regardais ce qu'il faisait, etc. Mais on se connaît, enfin, il me connaissait pas spécialement, plus dans ce sens-là. Il est venu, il a commenté ma vidéo YouTube tellement il a kiffé. On a parlé sur Insta, bam, je l'ai fait. Là, je prévois de faire des très très gros gars qui sont parmi les plus gros entrepreneurs en France, même hors business en ligne, etc. Même artistes, etc. Et en fait, tout ça, c'est possible parce qu'on a fait un vrai format qui se démarque, qui est identifié. Maintenant, quand je vais à un event, les gens, c'est toi qui fais le concept 24 Hours. C'est pas juste, c'est toi le mec qui fait des vidéos. Non. Genre, tu vois, il y a un truc qui est identifié. Donc, j'ai fait une réponse qui est un peu longue, mais c'est vraiment de développer des concepts forts, tu vois, et identifiables. Et après, à côté de ça, aussi, je dirais vraiment le transfert de communauté. Hyper important, faire des collabs avec les gens qui sont installés dans ton industrie. Moi, par exemple, quelqu'un comme Guillaume Houbèche, quelqu'un comme Valran, quelqu'un comme Théo Lyon, c'est des gens qui sont réfléchis dans pourquoi je vais le faire avec eux et pourquoi je vais pas le faire avec un autre qui peut-être a le même niveau qu'eux, mais qui n'ont pas la même visibilité. Parce que je sais que c'est des collabs qui vont nous apporter mutuellement. On a chacun notre communauté et du coup, mutuellement, on va se donner de la visibilité. Et que ça va me permettre aussi de tourner d'autres segments de marché. Par exemple, en faisant une collab avec un Guillaume ou avec un Théo, j'ai plus touché une audience un peu plus startup, LinkedIn, et vu que je veux aussi développer dans la partie SaaS, je sais que c'est intéressant pour moi. Eux, peut-être qu'ils veulent développer un certain truc, c'est intéressant pour eux aussi. Et du coup, voilà, c'est vraiment ce truc-là de concept fort, unique, charbonner sur le produit. Et si ton produit il est excellent, en fait, t'as même pas besoin de hashtag, de strat marketing de ouf ou quoi. Si ton contenu il est ouf et que derrière, après ça, tu fais du transfert de communauté avec des collabs comme ça, et que t'es régulier, voilà, tu scales, tu vois. En fait, ce que j'ai l'impression que tu nous dis là, et ça correspond à un mouvement que j'ai analysé, moi, que j'ai l'impression d'avoir analysé en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, YouTube et les réseaux sociaux ne permettent plus une prod complètement amateur, et qu'il faut arriver en fait comme en télé, avec des concepts, travailler, des pilotes d'émissions, des invités importants, etc. Et qu'en fait, il faut mélanger vraiment profondeur du contenu, innovation sur le format, et légèreté, qualité de quand même, un prod, petit peu. et il faut que ce soit divertissant à regarder. Divertissant, entertainment. De toute façon, c'est les meilleurs contenus, les contenus en même temps qui te forment, en même temps qui sont divertissants, tu vois. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs contenus. Et en fait, c'est aussi, genre, tu sais, où il y a toujours des vagues. Et les vlogs, par exemple, c'était à la mode à une époque, maintenant ça les dépasse plus trop. Mais en fait, je pense qu'il y a tellement une oversaturation, genre, tu sais, et même moi, genre, tu vois, je kiffe ça, genre, tu vois, on le fait aujourd'hui, c'est vraiment un exercice que j'adore et que je trouve hyper pertinent et c'est du contenu qui peut apporter énormément de valeur à l'audience. Mais tout ce qui va être type podcast, faire des vidéos avec des sous-titres où on fait tous la même chose, on met tous les musiques, tous les mêmes trucs, à un moment donné, genre, tu sais, les gens ils vont être écœurés tellement il y en a, tu vois. Et peut-être qu'il y en a toujours quelques-uns qui vont marcher parce qu'ils le font d'une manière où c'est un peu différent, etc. Mais moi, c'est vraiment surtout où je me suis dit, ok, j'ai pas envie d'attendre que ça rebaisse pour ce truc et je vais attaquer directement sur un truc où j'ai pour le coup prendre un ou deux coups d'avance, tu vois, et vraiment le développer. Et c'est exactement pour ça que je l'ai fait. Et après, la troisième chose, je dirais, derrière, pour vraiment développer ton personal branding encore plus, après, ça va être de bien t'entourer, de mettre en place une équipe, d'avoir une régularité, d'avoir effectivement une acquisition multiplateforme où tu vas être sur tous les différents réseaux avec le même contenu, mais à chaque fois dont le contenu va être adapté au code de la plateforme. C'est pas juste le contenu que tu as traduit et que tu as mis sur Twitter, non. C'est vraiment adapté à la plateforme, tu vois. Ok, je vois. Et aujourd'hui, il y a des formats qui sont quand même très intéressants. J'ai l'impression qu'ils sont montés que par des studios de divertissement, c'est dommage, tu vois. Des trucs comme Hot Ones, comme... Je connais pas, c'est quoi? Hot Ones, c'est des interviews en bouffant des piments de plus en plus forts. Ça, c'est lourd, ça, ouais. Et ça vient des États-Unis, ça a été réadapté en France. Ouais, je l'avais vu aux States, je crois, avec des artistes aussi, ils le font beaucoup et tout. Des artistes, des influenceurs, des gens comme ça. T'avais les recettes pompettes aussi. Ce truc-là était extraordinaire, de faire venir des invités, les faire picoler, leur faire raconter des conneries et tout, c'était cool. Mais en France, il y a des gens qui commencent à se casser la tête. Par exemple, je sais que j'ai un pote, là, Arnaud Dussens, qui a lancé son concept La Suite 21. Alors, tu vois, j'aime bien le délire. Oui, j'ai regardé un ou deux épisodes, c'est très très cool d'ailleurs. Tu vois, oui, j'aime bien les gens comme ça, alors c'est qu'ils se prennent la tête pour faire un truc, etc. et tout. Et genre, tu vois, même si par exemple, je regardais son truc et tout, tu vois, les vues elles ont pas décollé, ça cartonne pas encore et tout. Non, mais c'est le début. Mais c'est ça, c'est le début. Et il a un concept qui est vraiment fort. Et même si jamais aujourd'hui il fait pas encore des vues énormes, il est identifié et les gens le reconnaissent. Ah ouais, c'est le mec qui a fait ce truc-là. Ouais, et il y a de l'autorité, tu vois. Je le connaissais pas avant, maintenant je le reconnaîtrais. Ouais, et tu le reconnais, et tu vois, ça met une forme d'autorité, de truc et tout, et ça fait que t'es identifié sur le marché, tu vois, et ça qui est puissant. Donc, je pense vraiment que se creuser la tête et tout ce que tu disais, c'est vrai, c'est plus comme avant, aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Il y a tellement de monde sur le marché, il y a tellement de gens qui font des choses intéressantes que la demande, même si jamais elle augmente pas au même point que l'offre.
Donc du coup, t'es obligé d'améliorer la qualité et c'est devenu un vrai game, tu vois. Alors c'est devenu dur. Quand j'ai vu la Sud 21, la première chose que je me suis dit, c'est 93 Faubourg Saint-Honoré sur Paris Première à l'époque. Et c'était une des premières émissions qui mettait ensemble des gens qui avaient rien à voir. Parce qu'en fait, ils mettaient des artistes, acteurs, humoristes, etc. Plutôt des gars de quartier, tu vois, avec de la haute sphère française autour d'un dîner et tout partait en couille. Ouais, c'est lourd ça. Et t'avais Bafi qui venait foutre la merde, etc. Des trucs comme ça. C'était très très cool. Et ça manque au paysage YouTube, je pense, des trucs comme ça. Il y a des formats qui sont en train d'arriver, qui sont pas encore, au moment où on enregistre, qui sont pas encore publiés, mais il y en a qui sont en train d'arriver par certaines personnes. Moi, je suis en train de réfléchir à des trucs comme ça et tout. C'est quoi le format que... Là, je le dis comme ça parce que dans tous les cas, je vais pas le faire. Et c'est un mec qui regarde cette vidéo, une meuf qui regarde cette vidéo et qui a envie de se chauffer pour le faire. Personnellement, je regarderais son contenu. Et même, je serais chaud de le repartager. Ça serait vraiment de faire un truc, genre, tu sais, par rapport aux jeux de société. Ou genre, je pense tous les entrepreneurs, je sais pas, tu kiffes pas genre le Monopoly. Si, grave. Genre, je pense on kiffe tout ça, tu vois, le Monopoly, t'en as, ils vont kiffer le poker, etc. Faire un délire où, genre, je sais pas, t'as différents entrepreneurs. Alors, tu sais, genre, je sais pas, tu fais une table, genre, je sais pas, c'est une partie de Monopoly avec que des mecs qui sont en place dans le game, dans le business, et même des mecs qui sont dans l'IMO. C'est que j'adorerais regarder un truc comme ça. Tu prends des mecs qui sont chauds dans l'IMO et tu les fais s'affronter sur une partie de Monopoly, genre, ouais, je regarde direct le contenu. Je mettrais ça pendant 4 heures. Hein. Ah, je kifferais. Et tu les regardes en même temps expliquer leur strat de pourquoi ils ont acheté ça ou machin, un truc. Et là, je pense qu'il y a un vrai délire à faire comme ça, tu vois. Mais trouver des idées de concepts un peu comme ça, etc. Et ça demande un peu de budget, mais pas forcément non plus énormément, mais ça demande surtout de comment tu le réfléchis, comment tu le réalises. Moi, par exemple, sur mes épisodes 24 Hours, on est deux. Il y a une personne avec qui je travaille sur toute la partie direction artistique, comme un petit peu mon petit frère, etc. et tout, Terry. Et moi, du coup, qui réfléchit plus un peu au truc, machin, etc. Et on est deux, et ça demande un budget, mais je veux dire, ça va parce que l'exécution, elle est bien faite, tu vois. Et t'as plein de concepts comme ça, c'est l'exemple des jeux de société, mais t'en as plein d'autres qui peuvent être grave lourds, et c'est ces gens-là qui vont ressortir du lot. On a parlé jusqu'à maintenant surtout de grosses prods en termes de créativité, en termes peut-être de moyens aussi, en termes de temps de mise en place, etc. Pour quelqu'un aujourd'hui qui se lance de zéro et qui voudrait commencer un peu à produire du contenu sur YouTube ou sur les réseaux sociaux de manière générale, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour débuter comme truc un peu, tu sais, produit minimum viable pour tester et pour faire des choses sans s'arracher la tête dès le départ parce qu'il ne sait pas encore s'il aime ça, la personne, ou si ça va marcher. Par quoi on pourrait commencer ? Tu vois, tout à l'heure, on parlait des SaaS, que c'était la Ligue des Champions, des business. Pour moi, YouTube, c'est la Ligue des Champions des réseaux sociaux. Okay. YouTube, aujourd'hui, tu peux pas te lancer comme ça, sans avoir un minimum de prod, ou alors, à moins que tu sois très bon en montage, ou alors que toi-même, t'aies le temps de te former au montage et de faire tes propres montages, parce que tu vois, aujourd'hui, la part des gros créateurs de contenu, le problème d'Elena Situation ou quoi, c'est des personnes qui font aujourd'hui jusqu'à encore eux-mêmes leur montage, ou en grande partie. C'est impressionnant, donc c'est possible quand même, mais on va dire, je te parle vraiment dans la catégorie où t'as ton business, t'es entrepreneur, t'es coach, enfin peu importe, t'es freelance, etc. et tout. Commencer par YouTube, ça va être très difficile, ce serait comme commencer par faire un SaaS. Donc moi, je commencerai déjà par une plateforme où tu vas pouvoir avoir de la traction. Et aujourd'hui, pour moi, il y a deux choses que je recommanderais. Soit TikTok, soit Thread. Aujourd'hui, avec Instagram qu'ils ont lancé. Okay. Parce que c'est des plateformes où tu vas être largement mis en avant dans l'algorithme. Et c'est quelque chose où il ne faut pas dormir, tu vois. Moi, je sais que ce genre de plateforme-là, on va dire, où ils vont énormément investir dessus, où tu as énormément de croissance, où tu as vraiment une vague comme ça, etc. C'est des courants qu'il ne faut pas rater. Au mieux, toujours être présent. Utiliser ça comme un effet de levier pour vraiment construire ta communauté. Je garderai toujours Instagram, et ça qui est bien là avec Threads et avec Instagram, c'est qu'en gros, voilà, c'est relié, c'est ta vitrine Instagram, et je pense qu'Instagram, en tant qu'entrepreneur ou quoi, c'est dans le milieu plus corporate, type LinkedIn et tout, mais je pense que ça reste toujours une excellente carte de visite. Donc je recommandais vraiment de se développer sur soit LinkedIn et par exemple Threads, ou alors par exemple le Threads et par exemple Instagram, ou TikTok et Insta. Et après, une fois que tu as ça et que tu as vraiment développé ta communauté, c'est que après que tu pourras réfléchir à d'autres réseaux ou à YouTube, etc. Mais vraiment de commencer par un réseau comme ça qui peut donner une bonne impulsion. De commencer tout simplement en commençant. D'arrêter de se prendre la tête. Moi, je vois souvent le plus gros blocage que les gens ont. Ils croient que c'est la partie stratégique, mais c'est pas le cas. Le plus gros blocage qui fait que les gens aujourd'hui n'arrivent pas à créer du contenu, à percer sur les réseaux, c'est parce qu'ils ont un problème à se filmer, à être à la caméra, parce qu'ils vont pas être à l'aise, parce qu'ils vont avoir peur du regard des autres, parce qu'ils vont se dire ouais mais je suis pas bon donc je peux pas le faire. Mais ça c'est le truc le plus débile. J'ai retrouvé mes premières vidéos récemment, des trucs qui datent d'il y a 8-9 ans. Je me souviendrai toute ma vie. Le truc dure 1 minute 30. J'ai dû le retourner je crois 17 fois parce que j'arrivais plus à parler tellement j'avais de palpitations et la bouche sèche. Mais moi, malgré ça, c'est encore nul au bout de 17 fois. J'ai eu la même chose, j'étais dans le froid en hiver, et genre tu sais quand ton tel, genre il fait trop froid dehors et il s'éteint. Je l'ai refait 30 fois, le truc il s'est éteint, j'avais même pas une bonne prise, tu vois.
Et genre, et en fait, les gens, ils comprennent pas qu'on est tous passés par là. Ouais. Toi, aujourd'hui, t'es là, t'es sur un podcast, t'es hyper à l'aise, tu poses des questions pertinentes, etc. Moi, aujourd'hui, je viens, les gens, ils vont pouvoir se dire, peut-être il a une certaine forme d'éloquence, ou il est à l'aise avec ce format-là, etc. Mais au début, c'était pas comme ça. Personne commence en étant bon. Personne là-dedans. commence comme ça. Et les gens attendent d'être bons pour commencer. Mais c'est complètement débile. C'est comme si je te disais, alors, je sais pas, tu veux par exemple percer dans le foot, et tu vas commencer à jouer au foot quand tu seras bon. Bah non, tu t'entraînes, et c'est ça qui va faire que tu vas devenir bon au foot, et qu'après tu vas pouvoir percer. Mais tu peux pas espérer être bon dans un domaine si jamais t'apprends pas, et pour apprendre, bah faut que tu le fasses. C'est comme par exemple, t'arrives, tu te dis, vas-y, je veux percer dans le piano. Bah tu vas apprendre les gammes, ça va mal sonner, etc. Jusqu'au jour où tu vas t'entraîner, ça va bien le faire. Tu vas pas te dire, quand je saurai jouer du Vivaldi, je vais commencer à faire du piano. Non, c'est pas comme ça. C'est la même chose sur les réseaux. C'est pas quand tu vas commencer à réussir à faire, entre guillemets, des sans faute, à parler d'une traite dans une vidéo, à être ultra éloquent, à dire que les trucs ultra pertinents, ultra bien organisés, que tu vas commencer à devoir le diffuser. Non, diffuse-le, commence, ça va être de la merde, c'est pas grave. Les gens qui vont le regarder, bah ils vont pas t'incendier ou quoi, c'est simple. Soit si jamais ils aiment pas, bah ils vont pas regarder. Soit ils vont passer à la vidéo d'après, ils ont d'autres choses à faire que de venir te saouler ou quoi. Et le dernier truc qu'il y a souvent, c'est les gens ont peur de leur ami ou de leurs proches, du regard qu'ils vont avoir sur eux. Carrément. Et moi, ce que je répète toujours pour ça, c'est simple. C'est aujourd'hui, moi quand je me suis lancé, par exemple, tu vois, j'étais au lycée. J'avais plein de personnes qui me terminaient. Genre j'étais le mec, je faisais des stories limite dans la cour où je parlais un peu entrepreneuriat et tout, et les gens étaient en mode mais qu'est-ce que tu fous, va réviser ton bac au lieu de faire ça, tu vois. Et moi j'étais en mode non, genre je sais ce que je fais, tu vois. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ces personnes-là, moi j'ai une réflexion qui est très simple, c'est soit si c'est mes vrais potes, bah, ils vont m'encourager, etc., à me développer, parce que même si je teste quelque chose, même si c'est pas parfait, ils vont m'encourager, vont me faire un retour qui est constructif en me disant peut-être que c'est pété, mais comment je pourrais faire pour l'améliorer. Soit si juste ils me terminent, bah, c'est que c'est pas mes potes. Et c'est qu'ils ont rien à faire dans mon cercle proche, tu vois. Et c'est que je veux pas avoir de relation avec eux, genre ils doivent pas être dans mon cercle autour de moi. Et c'est que des personnes, c'est juste que leur avis ne m'importe pas, et tu vas pas prendre en considération quelqu'un, je sais pas, genre qui est bourré dans la rue, qui te dit un truc, tu t'en fiches, tu le connais pas. C'est pas la même chose que si c'est ta mère qui te dit quelque chose, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc c'est ce truc-là vraiment où en fait, bah voilà, juste d'avancer, de faire ton truc, d'être dans l'optimisation constante, et ça revient toujours à ces conseils-là en démarrant sur des plateformes, genre tu vois, qui ont une impulsion un peu de commencer par quelque chose que tu vas pouvoir faire, dupliquer, tester un maximum de formats, voir ce qui marche, voir ce qui te parle, voir là où t'es à l'aise, faire quelque chose qui est à la fois un peu poussé, mais à la fois qui te permet quand même de le dupliquer et de pas te mettre une limite de fou. Genre je sais pas, c'est à chaque fois t'as besoin d'avoir un setup de fou pour commencer à tourner ta vidéo, non c'est compliqué pour démarrer. Commence par un truc simple, tu vois. Ok. J'ai une dernière question pour toi. Avec tout le parcours entrepreneurial que tu as eu, si aujourd'hui tu devais donner un ou deux conseils, une ou deux leçons, un ou deux apprentissages aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Franchement, je sais pas, t'as eu tellement de leçons honnêtement, tellement d'apprentissage. En fait, le truc qui est ouf, c'est que genre tu vois là, quand tu me dis ça au cours de ton parcours entrepreneurial, genre limite j'ai l'impression, tu vois, que j'ai 45 ans, que j'ai monté 10 boîtes, mais en vrai j'ai 22 ans, tu vois. Ouais. C'est juste, je me suis lancé assez jeune à 16 ans, et ce que je me dis qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui à 22 ans, genre tu vois, j'ai vraiment créé des boîtes, j'ai eu limite des liquidations sur des boîtes, j'ai déjà fait des trucs où on a fait des chiffres de fou, plus de 6 chiffres par mois de bénéfices sur plusieurs mois d'affilée, des trucs où on a fait des pertes, où on a tout perdu, où je me suis retrouvé endetté auprès de potes à moi ou quoi, alors que quelques semaines avant on faisait les plus gros chiffres de notre vie. J'ai vraiment en fait vécu plein de trucs différents dans plein de business différents, et en fait ça fait qu'aujourd'hui j'ai un peu un détachement, genre tu vois, un rapport à l'argent, un rapport au truc où en fait genre tu sais, j'ai vraiment ce truc là de vas-y mettez-moi des baffes, c'est bon, j'ai pas grave, j'ai compris que à chaque fois ça va me permettre d'apprendre, d'évoluer, de m'améliorer. Et où là où quelqu'un qui va avoir un parcours un peu plus classique, qui va sortir d'une école ou quoi, peut-être qu'il aura beaucoup de théorie, qu'il aura appris plein de trucs qui seront cool en théorie, mais derrière en pratique il aura jamais rien fait, tu vois. Et c'est vraiment ce truc là en fait qui est ouf, de juste faire des choses, de se planter, d'itérer, de continuer, d'apprendre. En fait c'est ça le game, tu vois. Et c'est ça vraiment que tu dois kiffer. Et toujours je pense ce truc là à côté, c'est ce que je répète toujours depuis que j'ai commencé, c'est toujours d'avoir cet équilibre entre avoir une vision, entre être ambitieux et comprendre que c'est vraiment le mouvement qui va te rendre heureux, parce que quand tu as un certain objectif, bah, tu veux toujours plus, et c'est justement le fait de vouloir plus et d'aller vers ce plus-là aussi des fois qui va pouvoir te rendre heureux parce que tu es dans du mouvement, mais en même temps de toujours être satisfait avec ce que tu as aussi, de prendre conscience, parce que genre je sais pas, genre moi je vois par exemple quand j'avais 16 ans, mon but juste c'était d'avoir certaines refs et de gagner genre je sais pas 1000 ou 2000 balles par mois. Après mon but c'était de gagner 5000, 10 000, après de gagner je sais pas 15 000, après de gagner 100 000, tu vois. Et une fois que tu commences vraiment à faire des mois comme ça sur toutes tes boîtes et tout et que tu te développes, bah après tu passes dans un autre game et tu rencontres des mecs, je sais pas, qui font 3 à 4 millions par an, qui ont des boîtes qui sont valorisées à plusieurs centaines de millions, et tu te dis ah ouais pourquoi pas. En fait je pensais pas le faire, mais en fait pourquoi pas. Et moi aujourd'hui genre je me dis quand t'as ce step là, bah en fait tu penses encore au step d'après. Et en fait c'est l'humain, t'as toujours ce truc là, toujours. Et c'est pour ça que c'est ce mouvement là qui est bien, mais en même temps vraiment de kiffer en fait le moment présent, kiffer ce que t'as, d'être détaché et d'avoir de la gratitude pour ça. Je pense que la gratitude c'est vraiment un truc important. Faut avoir l'esprit de compétition toujours plus haut, toujours plus fort, mais juste d'apprécier des fois, genre de savoir se poser. Ça le paradoxe de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux jamais en même temps te poser, tu dois toujours être dans le mouvement, mais en même temps
tu dois kiffer, tu vois. Parce que si on fait tout ça quand même, c'est pour kiffer. Et moi, c'est ce que je répète toujours. Mon plus gros flex, c'est que je kiffe ma vie, tu vois. C'est que je kiffe ce que je fais. C'est genre, je sais pas, je fais des projets que j'aime, avec des personnes que j'aime. J'ai peu d'associés, mais des associés maintenant vraiment en qui j'ai une confiance absolue. J'ai un bon rapport avec ma famille. Je sais pas, je fais du sport, je fais des projets passion, je peux faire des projets à perte juste parce que ça me kiffe ou que je veux aider certaines personnes. Et c'est juste ça, tu vois, qui est magnifique. Bah, écoute, c'est un merveilleux mot de la fin. Hein, je vois pas Et plus toi, de c'est quoi ta leçon? Ta leçon aujourd'hui Je suis très très d'accord avec tout ce que tu viens de dire, de la gratitude pour la vie qu'on a. Et moi-même, c'est une leçon que je me donne aussi pour moi-même parce que souvent j'en manque. Et derrière, moi, c'est vraiment mon truc, mon obsession des 12 derniers mois, tu vois, c'est la normalisation du succès. Les environnements créent une nouvelle normalité. Si tu es dans les bons environnements, tu vas adapter naturellement une nouvelle identité. L'identité va amener des nouveaux comportements, les nouveaux comportements vont amener de nouveaux résultats. Si je veux faire du sport tous les jours, j'ai juste à me foutre dans un environnement où tout le monde fait du sport tous les jours, où tout le monde trouve ça normal. Si je veux gagner plus d'argent, j'ai juste à me foutre dans un environnement où tout le monde gagne plus d'argent et tout le monde trouve ça normal. Mon identité va switcher, et donc mes actions aussi, et donc mes résultats. Et un dernier truc que je vais partager, qui est un déclic que j'ai eu récemment, que c'est pareil, c'est le genre de truc que je croyais avoir compris, mais que j'avais pas compris. Et en passant des 24 heures, tu vois, avec des mecs, voilà, tout ça c'est costaud, etc., j'ai vraiment compris un truc en les analysant. C'est qu'en fait, il y a deux choses qui font leur succès. Première chose, quand ils prennent peu de décisions, mais ils les réfléchissent. Et quand ils prennent une décision, ils le font. Ça veut dire que si jamais ils se disent je vais poster une vidéo toutes les semaines, il n'y a pas une semaine où ils ne postent pas de vidéo, c'est ils sont engagés avec eux-mêmes et ils respectent leurs paroles. Et ça, vraiment, je le vois quand tu passes à certains steps d'entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose que je retrouve un dénominateur commun à chaque fois. Et de l'autre côté, c'est qu'ils réussissent à avoir ce truc-là où, genre, tu sais, c'est un peu comme si on avait tous dans notre tête deux voix. Genre, tu sais, moi, je le vois même quand je vois quelqu'un, genre, vraiment, quand je parle avec, c'est comme si je vois la personne qu'elle pourrait devenir avec son truc en mode génial, qui cartonne, qui est épanoui et tout, et la version d'elle en mode qui a floppé, en fait, qui a pas fait ce qu'elle aurait pu faire, tu vois. Et c'est un peu ce truc-là où on a toujours les deux directions, et à chaque fois, on a des micro-choix où t'as une voix dans ta tête qui va t'orienter à droite, une voix dans ta tête qui va t'orienter à gauche. Essaye de réussir à identifier qu'il y a ces deux différentes voix qui se battent en duel et que souvent tu vas écouter la mauvaise et réussir à prendre du recul et dire ok, j'entends qu'il y a cette voix là, mais je vais pas l'écouter et je vais choisir d'aller dans l'autre direction et ce que je choisis pour, je le respecte. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retrouvé chez tous les entrepreneurs qui passent vraiment un certain niveau de succès et qui m'a mis une claque et que maintenant j'implémente. Bon, j'essaye. Sylvain, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci pour tous tes partages. Merci pour tes questions pertinentes sur des sujets aussi passionnants. Écoute, moi j'ai beaucoup appris pendant cette entrevue, donc je suis très content de l'avoir fait. Et bah écoute, tous les gens qui nous ont suivis jusqu'au bout, je vous invite à aller regarder dans la description. On mettra tous les liens pour aller regarder ce qu'il fait. Et à très bientôt. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions d'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants. Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.